C'est l'heure des infos sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Se dirige-t-on vers une prise de contrôle totale de la capitale par les groupes armés? Les offensives des gangs dans les quartiers de Port-au-Prince provoquent des dizaines de morts, forcent des milliers de personnes à fuir et laissent les forces de l'ordre impuissantes face à l'escalade de la violence. Alors que la crise politique et sécuritaire s'envenime, l'UE et le Canada pressent le nouveau Premier ministre haïtien d'agir pour rétablir la sécurité. La communauté internationale appelle le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé à prioriser la sécurité et la gouvernance pour restaurer la stabilité dans un climat de terreur. Également au titre de ce jeudi, des stations-service fermées en raison des violences des groupes armés. La fermeture de ces pompes à essence déclenche une panique parmi les habitants de la capitale, alors que les bandits empêchent les camions-citernes d'approvisionner les points de distribution. On démarre ce journal par la situation chaotique qui règne dans le pays. La coalition de gangs Vivre Ensemble poursuit ses offensives meurtrières dans les quartiers de Port-au-Prince, consolidant peu à peu son emprise sur la capitale dont elle contrôle déjà 80% du territoire. Ces attaques violentes, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, contraignent des milliers de personnes à fuir leur domicile, notamment dans le quartier de Solino, pour trouver refuge à Christ-Roi, Delma 32 et Bourdon. Mercredi, les affrontements avec les forces de l'ordre ont coûté la vie à un agent de SWAT team de la PNH. Les quartiers comme Nazon, Christ-Roi et même Delma 32 risquent d'être les prochaines cibles de ces groupes armés qui étendent sans relâche leur influence sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les habitants de divers quartiers dont Solino, Delma 24 et Delma 30 ont vécu une journée sous tension ce jeudi 14 novembre. Cela a eu des incidences sur les zones limitrophes où des résidents ont dû fuir sur la menace d'individus armés. Plus d'une centaine d'entre eux se sont réfugiés dans les locaux de l'OPC à Bourdon. C'est un reportage de Réti Fortuné. D'espace de secours pour les étudiants de la FDSE, le local de l'OPC s'est mué en cas de fortune. En quelques heures, plus d'une centaine de rescapés du quartier de Solino se sont regroupés dans la cour de l'Office de la protection du citoyen sur la route de Bourdon. Parmi les victimes, une jeune fille de 21 ans, amputée des deux pieds depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Elle se trouve dans une situation particulièrement difficile. Je ne peux pas marcher, en plus tout moins blessé dans le pied. Il faut bien ça là longtemps. Et je ne peux pas marcher sur lui parce qu'il n'est pas bon encore. Et les marcher m'a pédé tomber. Pendant un moment courir, moi t'a marché me saute tomber, puis un blessé, ouais. Il blessé là, il vraiment fait mal, c'est un petit Jean râler pour te prendre un petit lait, juste une façon pour me sentir douleur à trop. Disposant de quelques kits de première nécessité, elle et sa mère se sont installés dans un petit coin de la cour de l'OPC. À même le sol, livrés au soleil et à la pluie, voilà le nouvel abri de cette famille qui manque de tout. C'est maman René Guignard, de Marcelin Ticapessa. De janvier, il y a un pied qui coupe, il y a des bouts de pied. Depuis 17 octobre, il y a des cailles dans la rue et mal vivre. Dormi dans la rue. Dès qu'on dormi à terre, bon frère Alexandre, qu'on y a là, bandit, vient tirer, vient courir, vient atterrir là. Après plus d'un an de résistance, ces familles ont finalement fui leur quartier de Solino sous la pression des bandits. La misère, le désespoir et l'inquiétude se lisent sur leurs visages. Oh, moi, dans la rue, je ne sais pas. Méchant, remettez dans la rue, boule caille moi. Yo victime police, yo victime nous. Même nous Solino, nous pas contre ça pour nous faire dans la. Même dans la rue, actuellement là 5 petites. Maman mon bon, mari mon bon, pas contre ça pour nous faire. Nous pas grand avec mon nous nous boule. Bandi mettez nous dehors. Sous compte bon Dieu nous dans la rue avec Simon yo. Que volonté bon Dieu soit faite, mais n'a demandé l'état. Regardez ça qu'a fait pour nous. L'Office de la protection du citoyen est l'une des institutions qui accueille ces nouveaux déplacés parmi tant d'autres, ce qui montre la complexité de la situation. Certaines victimes sont désespérées. Qui habitent Solino, côté Negazam, débarqué sans foi ni noir, ils ont tiré, nous n'avons jamais abandonné l'espace.
Quand il y a un stratège qui est plus méchant, il y a un cocktail, il met du feu. Bon, la population ne va pas camper encore, il va pas camper à différent. Chaque coin c'est différent. Obligé de quitter l'espace là-bas. C'est la seule façon d'équiper la ville. Les déplacés de Solino, de Delma 24 et des environs ont tous fui sous la forte pression des gangs, ce qui a provoqué une ambiance tragique sur la route de Nazon. Jusqu'ici, aucune force ne s'est montrée capable de freiner durablement la progression des bandits. L'Office de la protection du citoyen à Bourdon est une énième institution étatique servant d'abri provisoire. En effet, plus d'une centaine de personnes vivant à Solino ont recours à cet espace depuis qu'ils ont été chassés par des individus armés. Jerry Torchon et Richie Fortuné pour Télémétropole. On continue dans ce chapitre qui domine l'actualité de ce jeudi, où la situation sécuritaire en Haïti est devenue intenable, marquée par une intensification des violences meurtrières orchestrées par des gangs lourdement armés qui opèrent en toute impunité. Les récentes offensives de ces groupes criminels se traduisent notamment par le contrôle de vastes portions de territoire, notamment dans la capitale, où l'État semble totalement déplacé. La population prisonnière de cette terreur quotidienne se trouve abandonnée par des institutions étatiques défaillantes et impuissantes. Cette dégradation sans précédent de la sécurité plonge le pays dans un chaos profond où la survie devient une lutte permanente et où l'espoir de retrouver la paix s'amenuise face à l'inaction des autorités et au manque de soutien international efficace. Ce soir, pour commenter l'actualité, nous accueillons Bochit Edmond, ancien ambassadeur d'Haïti à Washington et ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur Bochit Edmond, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Berlin. Toujours un plaisir d'être avec vous. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. On le rappelle, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et également représentant d'Haïti au niveau des Nations Unies. L'image aujourd'hui qui retient l'actualité, cette image choquante, c'est donc le déplacement massif des habitants de Solino. Solino qui aujourd'hui est totalement livré aux mains des gangs, notamment la coalition de Vivre Ensemble. Ces habitants cherchent refuge, que ce soit à Crissois, Delma, Pétionville, entre autres. Mais beaucoup d'observateurs craignent, M. Bochit, que les gangs n'envahissent pas à présent Pétionville, qui est peut-être le cœur économique, social de Port-au-Prince. Les forces de l'ordre qui sont impuissants et dépassés, en fonction de votre expérience, par quel mécanisme aujourd'hui qu'Haïti pourrait bénéficier d'une intervention étrangère rapide afin d'éviter le pire des pires scénarios? Bon, je pense que c'est vraiment avec tristesse, en observant aussi, en voyant de telles images, des images vraiment écœurantes, et avec des frères et sœurs qui fuient leur maison pour aller se réfugier quelque part d'autre. Je pense que c'est vraiment triste d'assister ça. Mais maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être pour la force multinationale d'être en Haïti? Et les forces kenyanes qui sont présentes depuis 2-4 mois, et la mission principale était particulièrement pour supporter la police nationale. Mais malheureusement, la police nationale, sans aucun doute, toutes les opérations qui ont été menées contre les gangs se font seulement par la police nationale. Maintenant, je me demande comment les autorités haïtiennes peuvent demander une autre assistance additionnelle, mais je dirais, je ne crois pas qu'il y aurait la possibilité parce que la demande qui a été faite du côté notamment d'Haïti, c'est surtout de transformer cette mission en force de paix. Et je pense qu'il y a vraiment des conditions, ou du moins les conditions sont réunies pour que les autorités haïtiennes puissent demander de manière urgente aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, une considération spéciale. Et comme vous le savez, l'Organisation des États américains hier, ils ont approuvé à l'unanimité la demande, ou du moins la requête de la République d'Haïti, sollicitant au Conseil de sécurité de transformer cette mission multinationale en force de paix des Nations Unies. Moi, je suis certain, et l'échiquier est politique, et que nous avons maintenant, avec cette menace constante sur la capitale et sur d'autres endroits,
et de la capitale, je pense qu'on va pouvoir, et avec une intervention rapide et des Nations Unies, notamment à travers une force de paix, cela pourrait aider les autorités haïtiennes à repousser, ou du moins à avoir un contrôle plus ou moins total, non seulement sur la capitale, mais sur le territoire haïtien. Vous l'aviez évoqué hier à l'unanimité, l'OEA a approuvé la transformation de cette mission en mission de métier de la paix de l'ONU. Mais quel est donc le poids de cette décision, vu que le temps presse pour nous, Haïtiens? Bon, je dois vous dire que ça a été seulement un geste politique. Ça a été une décision politique d'apporter l'appui de l'OEA, et les États membres de l'OEA ont apporté leur appui à la République d'Haïti, c'est-à-dire pour supporter la demande d'Haïti auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et même quand ça n'a pas une force contraignante, la résolution, mais ça a été quand même un geste fort de l'hémisphère, des pays de l'hémisphère, demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire le nécessaire et de considérer de manière urgente la demande d'Haïti. Parce que comme vous le savez, et ça a été un plan qui existait dans le temps, il y a 2 ans, mais il y a eu quelques empêchements de la part de quelques membres du Conseil permanent, c'est-à-dire de ne pas appuyer la force de paix. Mais maintenant, la réalité que nous vivons aujourd'hui nous force à croire qu'il y a nécessité, il y a urgence, et pour que les Nations Unies interviennent le plus vite possible, et à travers cette considération du la requête d'Haïti de transformer cette mission multinationale en force de paix. Écoutez, aujourd'hui, j'ai lu une demande, une interview du ministre des Affaires étrangères des Bahamas, qui ont contribué près d'une vingtaine de militaires à la force multinationale. Des gens qui sont venus pour nous aider à combattre l'insécurité, maintenant ils autorisent les soldats à retourner chez eux s'ils se sentent en insécurité. C'est vraiment un problème. C'est vraiment une blague. Moi, je pense que nous devons être très sérieux. La communauté internationale doit être très sérieuse quand il s'agit du dossier haïtien, parce que nous avons trop attendu. Trop d'efforts ont été déployés sans résultat, mais il est temps maintenant d'avoir des résultats. Il est temps de voir ces gens, nos frères et sœurs, qui fuient leur maison pour qu'ils puissent retourner chez eux et vivre en paix, parce que nous avons cette capacité, les Nations Unies ont la capacité, et comme je le dis souvent, nous sommes membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. L'organisation a été créée pour garantir la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, Haïti se trouve dans un carrefour très difficile où la paix nationale n'est pas garantie, mais certainement cela peut avoir des conséquences néfastes sur tout le continent et même sur le monde. Dernière question, Monsieur Bochit-Edmond, pour mettre fin justement à cette interview. Vous êtes un ancien ministre. Aujourd'hui, si vous étiez encore au timon des affaires, que feriez-vous dans cette situation? Moi, j'aurais recommandé à l'exécutif, c'est-à-dire à la présidence, de prendre certaines mesures, notamment, et de constituer une cellule de crise qui pourrait évaluer chaque instant, non seulement de travailler avec le BINU, qui est en Haïti représentant des Nations Unies, et aussi de travailler avec certains partenaires internationaux, de réévaluer ce qui a été fait au niveau des Nations Unies et voir au niveau local comment renforcer la structure de sécurité que nous avons, et à partir de là, avoir une idée quotidienne de ce qui se fait, de ce qui se passe en Haïti, et à partir de là, les experts haïtiens et étrangers pourront faire des recommandations directes sur la gestion de la sécurité, parce que le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est cette capacité d'avoir le contrôle total sur les structures de sécurité et va avoir des conséquences, avoir un contrôle sur le territoire haïtien, notamment les environs de la capitale. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Bochit-Edmond, ancien ministre des Affaires étrangères et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Alors que le pays est frappé par des actes terroristes, notamment des attentats contre des avions de ligne,
Les dirigeants haïtiens peinent à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau cabinet ministériel plus de 72 heures après l'installation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Pendant ce temps, la communauté internationale poursuit ses réactions face à ce remaniement au sein de l'exécutif, soulignant l'urgence de mesures concrètes pour restaurer la stabilité et la sécurité du pays. L'Union européenne prend note de la nomination d'Alix Didier Fils-Aimé au poste de Premier ministre d'Haïti. Toutefois, elle appelle le Conseil présidentiel de transition, le nouveau gouvernement et toutes les forces politiques à œuvrer avec urgence et détermination pour rétablir la sécurité, donner la priorité à la gouvernance et à la transparence et organiser des élections libres et démocratiques. Le Canada, pour sa part, soutient que la légitimité des autorités de transition haïtiennes sera déterminée par les mesures qu'elles prennent pour établir la sécurité, organiser les élections crédibles, combattre la corruption et assurer la reddition de comptes. Le Canada est solidaire du peuple haïtien. Il convient de rappeler qu'à la cérémonie d'installation d'Alix Didier Fils-Aimé en tant que Premier ministre, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, était présent. En revanche, l'ambassadeur américain en Haïti, Denis Hankins, était absent, bien que des sources diplomatiques aient précisé que ce dernier se trouvait hors du pays à ce moment-là. Autre dossier, le protecteur du citoyen Renan Edouville dénonce ce qu'il qualifie de décision scélérate. L'arrêté nommant son successeur à la tête de l'OPC, Jean-Wilbert Morin, porte la signature du coordonnateur général du Conseil présidentiel, Leslie Voltaire. Maître Renan Edouville estime qu'il s'agit d'une décision antidémocratique. Le cabinet Patrick Laurent et associés a déjà pris en charge le dossier, explique le professeur Edouville, qui rappelle que, selon la Constitution, des procédures administratives sont établies pour désigner la personne qui doit prendre les rênes de l'OPC. L'OPC est une institution indépendante et les autorités étatiques, quel que soit le pouvoir en place, sont tenues de la respecter. Renan Edouville souligne qu'il ne baissera pas les bras. Reportage Rodolphe Yerluy. C'est un protecteur du citoyen qui tente de garder son calme par rapport à son remplacement à la tête de l'OPC. Renan Edouville dénonce le caractère illégal de l'arrêté qui vise à nommer le juge Jean-Wilbert Morin comme son successeur. Que nous voulons dénoncer arrêté scélérat qui sorti, je ne sais pas si c'est le 12 novembre, mais qui sorti hier avec avant-hier et qui a une signature du conseil présidentiel que y aurait Leslie Voltaire. C'est un arrêté scélérat, c'est un arrêté illégal qui pas signé avec sa loi organique là, OPC a dit. Loi organique là pas bail possibilité même d'un iota pour ta gagner un protecteur de facto, un protecteur par intérim. Pas gon côté dans loi organique là qui écrit. Loi organique là dit que protecteur citoyen li gon mandat 7 ans non renouvelable. Remontée et acide par rapport à cette décision inscrite dans un arrêté rendu public, Maître Edouville fait du Conseil présidentiel sa principale cible. Nonobstant expiration mandat protecteur là, loi dit que protecteur citoyen restait en poste jusqu'à ce que un successeur qui nommé. Et comment pour nommer successeur protecteur là, il faut que gagne un appel à candidature, même si ça a été fait en 2017, qui fait par les deux branches du Parlement. Et il faut que ce Parlement qui voit 3 noms par le président de la République là, pour le président de la République là, choisir une nom. C'est ça la loi organique OPC a dit et de façon claire. Malheureusement, nous sommes capables de dire peut-être qu'il y a des gens, soit pendant que il n'y a pas de courant, il était fait noir, ou bien il était mis tête en bas. Le protecteur du citoyen a déjà fait appel à la justice pour déplorer cet état de fait. Un cabinet d'avocats a été saisi du dossier. Au niveau du cabinet de l'OPC, cabinet d'avocats, le cabinet Patrick Laurent, eh bien, ils ont déjà saisi le dossier. Et il y a une disposition qui commence à prendre, rédaction commence à faire de acte
eh bien, pour yo introduire dossier par devant les instances nationales. Parce qu'il y a une instance nationale qui est là pour statuer, pour prononcer sur question. Et à défaut de instance internationale, il y a des instances internationales également parce que OPC fait partie de la grande famille des INDH. Donc OPC appartenu à plusieurs institutions internationales qui travaillent sur question droits de l'homme à l'échelle internationale. Ferme à son poste, Ronaï Douville tente de garder son sang-froid. Donc, nous dénonçons arrêter ça et nous dénonçons le tout parce que arrêter ça voulait fragiliser l'indépendance OPC, qui sont institutions grand monde, il voulait fragiliser également l'indépendance protecteur là. Comment un monde pral dire que yo nomo protecteur du citoyen par intérim, ou pral gen courage pour camper en face monde qui nomo là pour dire mais la violé droit monde. Ça peut être bizarre. Et ça qui fait vite pas être beaucoup plus bizarre, c'est parce que arrêter scélérat ça, nous capable dire qu'il y a non un monde que société a présenté le plus souvent comme étant un légaliste. Nous légalistes sont monde qui là pour le respect scrupuleux de ce que dit la loi. Et c'est monde ça malheureusement qui décide de cautionner cette violation de la loi. Jusqu'ici, aucune installation n'a eu lieu. Le protecteur reconnaît certes que son mandat arrive à terme. Toutefois, il désire que cela se fasse selon les prescrits de la loi mère. Le protecteur du citoyen, en tant que citoyen, fait appel à un avocat pour le protéger, mais entre-temps, une question reste pendante. Que va-t-il se passer avec ces deux? Pour refermer ce journal, on parle de l'une des conséquences de cette violence des gangs. Des stations-service de la capitale sont fermées depuis environ 24 heures en raison des manifestations violentes des groupes armés qui empêchent la sortie des camions-citernes du terminal Vareux. Cela provoque une situation de panique parmi la population qui cherche à s'approvisionner en carburant. Des fameux galons jaunes d'essence sont déjà visibles sur les trottoirs. Toutefois, la pénurie est-elle réelle ou non? Reportage Rodolphe Fierluy et Guy Tréchoisy. Il n'y a pas de rareté de carburant selon une source proche du terminal Vareux qui confirme la nouvelle. Jamais autant de produits pétroliers n'ont été disponibles, a-t-il ajouté. Il s'agit simplement d'une situation d'urgence qui nécessite des mesures urgentes de la part des autorités étatiques en vue de permettre la sortie des camions-citernes. Entre-temps, dans les stations-service, de longues files d'attente sont constatées, des citoyens qui se battent entre eux pour faire le plein. D'un autre côté, plusieurs pompes à essence sont totalement fermées. Ce tableau crée déjà, en plus de l'insécurité qui est une source de préoccupation dans la zone métropolitaine, un vent de panique et vient bouleverser davantage la vie nationale. Toutefois, rassurent les autorités étatiques, des dispositions seront prises dans les prochaines heures afin de pallier ce problème. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Se dirige-t-on vers une prise de contrôle totale de la capitale par les groupes armés? Les offensives des gangs dans les quartiers de Port-au-Prince provoquent des dizaines de morts, forcent des milliers de personnes à fuir et laissent les forces de l'ordre impuissantes face à l'escalade de la violence. Alors que la crise politique et sécuritaire s'envenime, l'Union européenne et le Canada pressent le nouveau Premier ministre d'agir pour rétablir la sécurité. La communauté internationale appelle le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé à prioriser la sécurité et la gouvernance pour restaurer la stabilité dans un climat de terreur. Et puis des stations-service fermées en raison des violences des groupes armés. La fermeture de ces pompes à essence déclenche une panique parmi les habitants de la capitale, alors que les bandits empêchent les camions-citernes d'approvisionner les points de distribution. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre attention, merci de votre confiance. On se retrouve demain pour notre toute dernière édition. Bonsoir.